Et voici Opération Boîte à musique, le 6e épisode des aventures de Harry Lime. J'étais venu à Londres pour le compte de quelques amis d'Europe centrale, des types de la réputation, avec une drôle d'affaire sur les bras. On les avait logés dans un vieux château, un de ces vieux châteaux bourrés d'antiquités inestimables, et le jour de leur départ, par je ne sais quelle coïncidence, un certain nombre d'objets d'art avaient été mêlés à leur bagage. Bref, j'étais à Londres pour bazarder 3 tapisseries du 15e et un service d'orfèvrerie du 18e. Naturellement, j'avais pris contact avec Dudley. Vous savez bien, Dudley, le plus grand antiquaire du Royaume-Uni. Le vieux Dudley lui-même avait tenu à discuter avec moi, et j'attendais impatiemment le chèque que rédigeait son collaborateur, Mr. Entwistle, lorsque soudain, je me rendis compte que je n'avais plus de raison d'être pressé. Ah, j'en ai vu des rouquines aux yeux verts dans ma vie. Des filles qui vous coupent le souffle, mais comme celle-là, jamais. Imaginez la carrosserie, des jambes en fuseau, une élégance à tout casser, et des pieds à la tête, la marque de fabrique New York en lettres au néon. Moi-même, madame. Je m'intéresse aux boîtes à musique. Certainement, madame, nous en avons plusieurs, je vais vous les montrer. Une minute, Mr. Dudley. Je ne m'intéresse qu'à... Il ne vous a pas entendu, je crois qu'il est légèrement sourd. Probablement. Dès l'instant où vous êtes entré, j'ai été pris de nostalgie. Je ne vous comprends pas. Vous ne savez pas ce que c'est que la nostalgie? Oh, je ne le sais que trop. Je ne suis ici que depuis quelques semaines et je voudrais déjà être de retour. Mais comment suis-je responsable de votre nostalgie? Et vous me faites songer à Central Park, à la fontaine du Plaza, aux matinées du mois de mai sur la 5e avenue, au grincement des patins à roulettes sur les trottoirs dans la ville basse, aux sirènes des bateaux sur l'Hudson, un peu tout. Comment savez-vous que je viens de New York? Oh, je l'ai deviné. Pardon, voici votre chèque, Mr. Lime. Merci, Mr. Entwistle. Les voici, madame. Ce sont toutes les boîtes à musique que nous avons en magasin, du XVIIe siècle, et celle-ci, tenez, du XVIIIe. L'air est charmant, n'est-ce pas? Oui, mais j'aurais dû vous expliquer, Mr. Dudley. Il m'importe peu de savoir si ces boîtes à musique sont du XVIIe, du XVIIIe ou du XIXe siècle. Je me moque de leur date de naissance. Seule m'intéresse la date à laquelle vous les avez achetées. Madame, mais la valeur d'une boîte à musique dépend de son ancienneté, non pas de la date de son achat. Pas pour moi, Mr. Dudley. Je désire savoir si vous avez acheté des boîtes à musique entre février et juin de cette année. Nous vendons des antiquités, Miss Capek. Miss Capek, nous n'avons pas pour habitude de renseigner nos clients sur l'origine de nos achats. Je m'excuse d'intervenir. Je pense que cette dame essaie simplement de dire qu'elle est intéressée par les boîtes à musique achetées par vous pendant la période indiquée. Je n'essaie rien du tout. Je n'ai besoin de personne pour me faire comprendre. Merci. Il m'avait pourtant semblé que... Et dois-je interpréter vos paroles comme le suggère Mr. Lime, Miss Capek? Mais certainement. Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de vous renseigner. Voulez-vous voir notre registre des achats, Mr. Entwistle? Durant la période en question, monsieur, nous avons acheté, voyons, 4 boîtes à musique. Nous en avons vendu 3. Et la 4e? Mr. Dudley l'a en main, madame. Puis-je la voir, Mr. Dudley? Je vous en prie. Un marteau? Un marteau, madame? Oui, un marteau. Mais vous n'allez pas acheter cette boîte à musique pour le seul plaisir de la briser? Mais si. Cela vous gêne? Oh, je n'y vois aucun inconvénient. Oh, j'ai jamais vu de chose pareille. Mais voilà 50 ans que je vends des antiquités. C'est la première fois que je suis seul juge. Faites votre Mais prix. c'est pas simplement une question de prix, Miss Capek. Moi, je n'aime pas voir saccager les jolies choses volontairement. Je vous répète que votre prix sera le mien, Mr. Dudley. Ben, dans ces conditions, alors je vous préviens que ce sera le prix fort. Mr. Entwistle, donnez un marteau à Miss Capek. Bien.
Est-ce une passion que de casser les boîtes à musique? Vous ne pouvez pas savoir combien j'en ai brisé dans la semaine. Oh. Il nous apporte un marteau. Voici Miss Capek. Merci. Ce petit caprice de vandale vous coûtera exactement 35 000 francs. Ok, Mr. Dudley. Mais je vous demanderai une faveur supplémentaire. Ah. Donnez-moi les noms et adresses des personnes auxquelles vous avez vendu les 3 autres boîtes à musique. J'ai vu le moment où il allait vous refuser les adresses. Peut-être, mais je les ai. Puis-je vous chercher un taxi? Non, pas celui-ci, il n'est pas libre. Je sais, il m'attend. Peut-être pourriez-vous me déposer? Je ne pense pas que nous allions dans la même direction. Vous vous trompez, justement, j'y vais. Vous n'allez quand même pas laisser un de vos compatriotes sous une pareille averse, n'est-ce pas? Venez, entrez. Chauffeur, à l'hôtel. Vous savez ce qu'il vous faut? Un cocktail. Très exactement un cocktail, cher ami. On ne passe pas la journée à briser les boîtes à musique sans un petit remontant. On sert des cocktails à mon hôtel. Oui, mais il y a cocktail et cocktail. Non, je m'en charge. Je vais vous amener à un endroit où le barman connaît l'art du cocktail. Chauffeur, à l'ambassadeur. Et un bon pourboire si vous y arrivez avant les étoiles. Et c'est ainsi que je connus Miss Capek. Mon intérêt pour elle était double. C'était une vraie pin-up déshabillable. Et puis, il y avait cette histoire de boîte à musique. Mon petit doigt du pied gauche me taquinait. L'humidité, peut-être. Mais en général, c'est plutôt parce qu'il y a de l'argent dans l'air. Quoi qu'il en soit, 1 heure plus tard, nous en étions à notre 4e cocktail et Myrna commença à perdre pied. Et maintenant, Myrna, dites-moi la vérité. Où voulez-vous en venir avec cette hécatombe de boîte à musique? Connaissez-vous Jean Capek? L'homme politique? Oui. C'était mon oncle. Que vient-il faire dans cette histoire? La veille de sa mort à Londres, il m'a écrit une lettre. Passez-moi mon sac. Hein? Tenez. Lisez. Ma chère Myrna, vous ignorez tout de moi, à moins que vous ne m'ayez vu en photo dans les journaux il y a quelques années. Cela n'est pas surprenant, car je ne vous connais aussi que pour avoir vu la vôtre. L'autre jour, en effet, en feuilletant un vieux numéro d'Esquire, j'ai aperçu une photo en couleur de Myrna Capek. Impossible de ne pas remarquer la ressemblance avec votre mère, ma sœur, qui s'est embarquée pour l'Amérique il y a 20 ans. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour de ma vie. J'écris à une pin-up girl. Vous êtes adorable, chère Myrna, et vos yeux sont pareils à ceux de votre sainte mère dont je n'ai jamais oublié la tendresse. Nos routes se sont séparées lorsqu'elle a accompagné son mari en Amérique, et je n'ai plus entendu parler de sa famille depuis l'annonce de sa mort en 1938. Tiens, vous n'aviez jamais entendu parler de lui? Votre mère n'y avait jamais fait allusion? Non, je me souviens pas. Comment se fait-il que vous portiez le nom de votre mère et pas celui de votre père? Capek était le nom de mon père. Il était mineur en Pennsylvanie. Curieux que votre mère ait épousé un homme portant le même nom qu'elle. Bien sûr, il y a des coïncidences. Et puis, il y a des foultitudes de filles aux yeux verts à travers le monde. Rien de surprenant à ce que l'une d'entre elles s'appelle Capek. Ah non, soyez franche. Votre mère, elle, s'appelait pas Capek. En réalité, non. C'était une Italienne.
Si bien que le signataire de cette lettre n'est pas votre oncle. Ah non, non, c'est impossible. Je crois que je parle trop. Je ne sais si c'est vous qui me mettez dans cet état ou les cocktails. Les deux. Bon. Lisez la suite. Je vous dois, ma chère nièce, cette pénible lettre. Je n'ai pas le choix, et il vous faut savoir qu'au changement de pouvoir dans mon pays, ma tête fut mise à prix. Je m'échappais de justesse en me cachant dans la queue du dernier avion qui décolla. Malade et affaibli, je n'ai emporté qu'une petite valise. Vous ne me connaissez pas et vous apprendrez la nouvelle de ma mort sans le moindre chagrin. Ce qui est certain, c'est que j'aurai fermé les yeux quand vous lirez ces lignes. Oh, il ne s'agit pas là d'un simple adieu. Les gens qui ne se connaissent pas n'ont pas à se faire leurs adieux, n'est-ce pas? Il s'agit d'une dernière volonté et d'un testament. Je vous lègue le contenu de ma valise, mais il y en a quelques chemises, une cravate et le manuscrit inachevé de mon dernier livre. Je ne vous vois pas traverser l'océan pour entrer en possession d'un aussi triste héritage, mais il y a une boîte à musique, Myrna. C'est le seul objet de valeur que j'ai pu emporter dans ma fuite. Je désire qu'elle soit vôtre, et je puis vous assurer qu'elle vous paiera de toutes vos difficultés. La boîte à musique est une ravissante chose, mais je ne pense pas que ma propriétaire se laisse tenter par sa beauté et décide de la conserver. D'ici votre arrivée, elle l'aura vendue. Il vous faudra la retrouver et la racheter. Ma main est fatiguée, je ne sens plus la force d'aller plus avant. J'envoie ma bénédiction à la fille de ma sœur, héritière de ces merveilleux œufs verts, héritière aussi de quelque chose d'aussi merveilleux et d'aussi vert. Votre oncle Yann. Quelque chose d'aussi merveilleux et d'aussi vert. Pourquoi pas des émeraudes? J'en suis même sûre. Et vous pensez que les émeraudes sont cachées dans la boîte à musique? Un double fond? J'en suis également sûre. Et je retrouverai ces émeraudes, même si je dois briser toutes les boîtes à musique de Londres. J'ai quitté Myrna très tard dans la nuit. Nous avions passé une excellente soirée et pris rendez-vous pour le lendemain. J'emportais même quelque chose de plus. La liste donnée par l'antiquaire Dudley. Je vois ce que vous pensez. Vous pensez que je l'ai fauché dans son sac. Et vous n'avez pas tort. C'est bien ce que j'avais fait. Il y avait quelque part dans Londres 3 boîtes à musique dont l'une contenait une fortune en émeraude. Et je savais ça. Moi qui ai adopté le vieil adage, qui cherche trouve. Si quelqu'un devait briser une boîte à musique, ce ne pouvait être que moi. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir Miss Agatha Corkbattle. Je regrette, Miss Corkbattle ne reçoit pas de si bonne heure. Et c'est une affaire très urgente. Qu'est-ce que c'est, Maud? Un monsieur demande à voir mademoiselle. Il dit que c'est très urgent. C'est très aimable à vous, Miss Corkbattle. Je serai bref. Je m'appelle Lyme. Je recherche une boîte à musique. Je suis collectionneur. Et que collectionnez-vous, monsieur Lyme? Les boîtes à musique. Ah oui, je vois. Je crois savoir que vous avez acheté il n'y a pas longtemps une boîte à musique chez Dudley, l'antiquaire. Je crains que vos informations soient inexactes, monsieur Lyme. Je suis parfois cliente de Dudley, c'est vrai, mais je ne lui ai jamais acheté de boîte à musique. Je collectionne les figurines de porcelaine. Pourtant, les livres de Dudley mentionnent qu'une Miss Corkbattle, à votre adresse, lui a acheté une boîte à musique dans les premiers jours de février. Mais c'est impossible, je n'étais même pas en Angleterre à cette époque. J'ai passé 2 semaines de vacances à Rapallo. Corkbattle n'est pas un nom très répandu, il me semble difficile de confondre. En effet, monsieur Lyme. Mais en vous écoutant, je crois comprendre ce qui s'est produit. J'ai une nièce célibataire qui s'appelle également Corkbattle. Moira Corkbattle. Elle habitait ici à l'époque qui vous intéresse. Peut-être a-t-elle acheté cette boîte. Ah, elle n'est pas à Rapallo, moi. Non, elle habite Londres, dans son propre appartement. Peut-être pourriez-vous me donner son adresse, si ce n'est pas trop vous demander. Oui, enfin, s'il s'agit d'affaires. Oh, Miss Corkbattle, simple visite d'affaires, croyez-moi.
Miss Moira Cockbuttle est-elle chez elle? Non, elle est sortie. Savez-vous où je pourrais la joindre? J'en suis pas absolument sûre, mais probablement au Pingouin de velours. Au Pingouin de velours. C'est une boîte de nuit. À 10h du matin? Alors cherchez-la où bon vous semble, mais elle doit y être. Comme toutes les boîtes de nuit, le Pingouin de velours à 10h30 du matin faisait plutôt crasseux. Les chaises étaient empilées sur les tables, les girls répétaient au son d'un pick-up fin de série et 3 ou 4 filles attendaient leur tour d'auditionner devant une poignée de messieurs gras et luisants. Ok, petite, ça va. Je vois. Rappelez-moi donc votre nom. Moira Cockbuttle. Ah bien, mon petit, vous avez encore à travailler, hein. Bon, laissez votre nom à la secrétaire, on vous convoquera à l'occasion. Ne téléphonez pas, on vous appellera. Pardon, Miss Cockbuttle. Oui? Mon nom est Lime. Puis-je vous parler un instant? À propos de boulot? Sinon, je ne suis pas intéressée, j'en ai marre des auditions. Marre de toutes ces boîtes de nuit. Si ça continue, je me colle dans un orchestre de bistrot. Je m'excuse, mais je voudrais vous parler de cette boîte à musique que vous avez achetée chez Dudley en février dernier. Vous êtes un détective? Non, pas tout à fait. Vous avez acheté cette boîte, n'est-ce pas? Ah oui, je l'ai achetée, j'ai eu tort. Que voulez-vous dire par j'ai eu tort? Ben, je pensais l'attendrir. Attendrir qui, Miss Cockbuttle? Mon oncle, bien sûr. Mon oncle Ben Cockbuttle. Vous savez bien le général Cockbuttle? Non, je ne le connais pas. Vous n'avez jamais entendu parler du général Cockbuttle? Non, jamais. Ben, vous ne perdez rien. C'est un vieux tondeur d'œufs qui déteste les femmes. Qui déteste même ses nièces. Et même lorsqu'elle lui envoie de jolies boîtes à musique bourrées de ses cigarettes orientales préférées. Pour fêter son 101e anniversaire. Il est aussi âgé que vous le dites. Ah, bien sûr que non. Mais c'est du pareil au même. Il possède cette boîte à musique? Ben oui. La dernière fois qu'il m'a donné site de vie, il l'avait. Ben, j'espère que depuis, il a attrapé la rougeole. Soyez gentil, donnez-moi son adresse. Oh, si ça peut vous faire plaisir. Passez-moi un bout de papier, un crayon, je vais vous l'écrire. Voilà, tenez, écrivez sur ceci. Dites si vous le voyez. Dites-lui que je crève de faim, ce qui est vrai. Et que je parle constamment de lui, ce qui est également vrai. Et que s'il a quelque chose dans le cœur, il peut m'envoyer 100 000 balles, ou même moins. Ben, de toute façon, il ne le fera pas, alors je le connais. Enfin, bonne chance avec le général, Mr. Lime. Et n'oubliez pas de mettre votre cotte de maille. Le général Cockbuttle, comme annoncé, était une vieille culotte de peau, un dur à cuire, râlant dur, un ancien de l'armée des Indes avec un nez comme une tomate et une paire de moustaches de la série incroyable, mais vrai. Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon général, je suis un amateur. Un amateur, pas d'amateur ici. Rompez. Compris? Rompez, vous ferez connaissance avec McCann. Pas besoin de balai, d'aspirateur, pas besoin de la collection reliée des œufs complets de Tennyson. Besoin de rien. Mais la paix. Minute. Vous ne ressemblez pas à des marcheurs. Non, mon général, je ne le suis pas. J'avais essayé de vous dire que j'étais un amateur. Amateur de timbre? Amateur de filles? De quoi êtes-vous donc amateur? Mais répondez. De boîte à musique. Encore un. Bon Dieu, mais ça devient une plaie. Bon. Entrez. Nous en viendrons à bout. Merci, mon général. Entrez dans mon studio. Et maintenant, expliquez-moi ces truies sauvages des amateurs de boîte à musique. Qui veut une boîte à musique? Courir après de telles vieilleries.
Il y a quelque chose qui m'échappe dans ces boîtes à musique. Veuillez me renseigner. Je vais vous présenter jolie brune de fille. Rappelez-moi votre nom, Miss... Capek, nous nous connaissons, général. Vraiment? Oui. Bon, après tout, rien de surprenant. Toutes ces punaises de boîtes à musique doivent avoir une sorte de club, se réunir, faire des échanges, et de coétira. Oh, oui, nous avons des réunions, général. Vous pouvez en être sûr, Harry. Écoutez, Myrna, ne vous méprenez pas. Je comprends parfaitement. Ah, mais dis donc, n'allez pas me tenir toutes les matinées, hein? Avant l'arrivée de ce jeune garçon, vous vouliez me faire une offre. Très exactement. Et pour votre boîte à musique, général? Si toutefois vous acceptez de vendre, mon général, quel est votre prix? 2 000. 3 000. 4 000. 10 000. 15 000. 25 000, pas un sou de plus. 25 000 à droite, une fois, deux fois, trois fois. Adjugé. Adjugé, mon garçon. Vous voulez quand même pas que je vous l'enveloppe, hein? Non, c'est absolument inutile. J'espère que vous n'avez pas une affection particulière pour les boîtes à musique, mon général. Oh, je les déteste, je peux pas les voir. On est assez de cet orchestre miniature qui me saute au visage chaque fois que je veux une cigarette. Je suis un grand fumeur et peux pas supporter la musique. 25 fois par jour et davantage, cette infernale machine joue cette rengaine. Emportez-la. Bien, mon général. J'espère au moins que vous avez apprécié les joies de l'enchère, du reste excessive. Je parie que vous vous seriez séparé de cette boîte à musique à beaucoup moins cher. Moins cher? Mais je vous l'aurais donné si vous me l'aviez demandé. Oh non, non, pas de chèque, hein, jeune homme. Cash. Vous occupez de cette affaire avec beaucoup d'empressement. Je pense que vous êtes pour quelque chose dans la disparition de cette liste de noms dans mon sac. Vous l'avez prise, n'est-ce pas? Bien sûr, mais de quoi vous plaignez-vous? Vous vous en pensez fort bien. Simplement parce que je me suis souvenu du nom de Cork Battle. Heureusement, il n'y a que 3 ou 4 Cork Battle dans l'annuaire. Malicieuse avec ça. Vous méritez d'avoir plus de veine. Ma veine est très bien comme ça. Ne vous ai-je pas rencontré? Dès maintenant, vous avez une dame de compagnie. Faites-vous une raison? Ça ne sera pas difficile. Encore un coup. Myrna, tant pis. C'est pas la bonne. Bonjour. Est-ce que Monsieur Tchelitchev... Je suis le comte Tchelitchev. Toutes mes excuses. Pouvons-nous vous voir un instant? Mais je ne sais pas, je suis très pressé, un rendez-vous pour dîner. Il faut que je me change. Mais peut-être quelques minutes je puis vous donner. Quelques minutes seulement. Entrez. Très belle maison. Vous êtes un homme de goût, comte Tchelitchev. Vous avez des objets de toute beauté. Oh, passable. Très loin de ce que je possédais autrefois, au temps du tsar. Mais que voulez-vous donc? Je crois que vous collectionnez des boîtes à musique. Alors de quoi s'agit-il avec ces boîtes à musique? Je ne suis pas collectionneur de boîtes à musique. Je collectionne les miniatures de l'impératrice Catherine de Russie. Et que fait cette boîte à musique sur cette table? Ah, celle-là, il m'a fallu acheter celle-ci. Mais seulement à cause du médaillon en émail représentant Catherine qui orne son couvercle. C'est l'une de mes ancêtres. Regardez. Ne voyez-vous pas la ressemblance avec moi? C'est frappant. Mais parlant de cette boîte, puis-je la faire fonctionner? N'y touchez pas. Elle ne me paraît pas marcher très bien. Elle ne m'intéresse pas en tant que boîte à musique. Dans ce cas, peut-être accepterez-vous de la céder? La céder, la vendre, mais vous n'y pensez pas. Je vous l'ai dit, je la garde pour la miniature du couvercle. Vous pouvez peut-être y réfléchir. Nous sommes prêts à la payer à un bon prix. Mais le prix à moi importe peu, madame très chère. Je n'achète pas chose pour les revendre encore. Nous attachons une importance particulière à cette boîte et à celle-ci. Rien je peux, navré donc. Impossible je suis de la vendre. Inutile d'insister, inutile discuter. Vous en avez de la chance, Myrna, de m'avoir trouvé comme associé dans cette affaire. Je ne l'ai pas encore remarqué. Et je n'ai guère vu ma chance dans notre rencontre avec Tchelitchev.
Nous n'avons pas pu lui arracher sa boîte. Nous l'aurons bientôt. Et comment? Parce que, chère petite, il m'est arrivé, simplement pour le plaisir, de prendre un jour des leçons de fric-frac avec l'un des meilleurs cambrioleurs de la profession. Le comte vivait dans un ancien hôtel particulier dont on avait fait des appartements. Un jardin, un grand mur d'enceinte. La nuit, j'escaladai le mur et traversai le jardin. J'atteignis le second étage et pénétrai par une fenêtre dans le salon du comte. Je travaillai rapidement et calmement. Je découpais une petite partie de la vitrine contenant les objets d'art du comte. Je détachai le loquet et m'emparai de la boîte à musique. Et à cet instant... Au secours! Police! Mon voleur! Ma boîte à musique! Ils ont volé ma boîte à musique! Elle a une minute! Où allez-vous? Oh, je suis l'agent. Nous venons d'être cambriolés. Un voleur a pénétré dans mon appartement. Il a volé une ancienne boîte à musique à mon père. Vous n'avez vu personne filant de ce côté? Ma boîte à musique! Ils ont volé ma boîte à musique! Personne, monsieur, il n'a pas pu passer par là. Essayons de notre côté, vite! Pas plus d'émeraude. Non, mais quel plaisir de la démolir, alors. Nous voudrions parler à la principessa Margota Arzili. Pourquoi les portiers du hall vous ont-ils laissé passer? À cause de ceci. Ah, dans ces conditions. Mais je crains vraiment que la principessa refuse de vous voir si vous n'avez pas de rendez-vous. Dites-moi, avant d'être mariée, elle était bien Mabel Schroeder de Chicago, la fille du roi des Uniprix. En effet. Et elle a divorcé l'an passé, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a envie de nouvelles relations. Ah, avec son argent, vous comprenez, madame en a plus qu'elle n'en veut. Bon, ne me regardez pas comme ça, je vais seulement lui parler. Oh, je ne pense pas que ce soit possible. Écoutez, dites-lui simplement que deux personnes qui arrivent de son pays désirent lui parler une petite minute. Oh, je vais voir, je ferai pour le mieux. Et nous avons appris que la boîte à musique était en votre possession, Principessa. Oui, nous avons eu une boîte à musique, Monsieur Lyme. C'est un ami qui l'avait donnée à ma petite fille Shirley. Mais nous ne l'avons plus. Nous l'avons donnée à je ne sais plus quelle œuvre de charité. Peut-être... Ah oui, à l'œuvre des enfants trouvés de Saint-André. Vous savez, à East End. Shirley ne voulait pas de cette boîte à musique. C'est étonnant. Oui, elle jouait un air qu'elle n'aimait pas. Quel air, donc? Oh, vous savez bien, cet air à la mode, stupide. C'est ici. Œuvre des enfants trouvés de Saint-André. On dirait qu'il se passe quelque chose. Vous voyez tout ce monde? Mesdames, messieurs, mes enfants, nous sommes réunis aujourd'hui pour poser la première pierre de l'aile annexe de notre orphelinat. Pour beaucoup d'entre vous, la réalisation de ce vœu si longtemps souhaité peut paraître due à la chance. Pour moi, ce n'est pas à la chance, mais à la main de la Providence que nous devons songer. Il y a quelque temps, une âme charitable nous fit parvenir sous le sceau de l'anonymat et parmi différents dons, une boîte à musique. En jouant avec cette boîte, notre cher petit Billy Cobbins, que vous connaissez tous, a trébuché et l'a laissé tomber. Incident sans importance, mais qui devait avoir des conséquences surprenantes.
La boîte possédait une cachette où des joyaux étaient dissimulés. Bien entendu, nous avons procédé à de nombreuses enquêtes en vue d'identifier le donateur. Heureusement pour nous, nos recherches ont été vaines. La vente de ces joyaux nous a permis d'entreprendre la construction de ce splendide bâtiment. Voici dans mes mains la boîte même à laquelle nous devons notre bonne fortune. J'ajoute qu'elle est toujours le joujou préféré du petit Billy Gubbins. Écoutez. Oh man, it's possible. Oh man, oh no. Oh, on demande un médecin dans la salle. Il y a quelqu'un qui s'est trouvé mal. Une personne vient de se trouver mal. C'était Opération Boîte à musique, le 6e épisode des aventures de Harry Lime, une émission d'Orson Welles, adaptée et traduite par Maurice Bessy. Harry Lime, Jean Servet. Myrna, Elina Labourdette. Dudley, Albert Gercourt. Entwistle, Christian Allers. La femme de chambre, Geneviève Morel. Miss Cork Battle, Pauline Carton. La propriétaire de Moira, Germaine Moncret. Moira, Vanny. Le directeur du music-hall, Roger Saget. Le général, Jacques Dufilot. Tchelitchev, Michel Seldo. La princesse, Jacqueline Brasseur. Le directeur de l'orphelinat, Jean Ozen. Musique de sitar, écrite et interprétée par Anton Karas. Réalisation, Jean Chouquet.